Je vous présente d'abord mon groupe. Je suis moi-même Mathieu Dubreuil, PDG du groupe MTD Finance. Le groupe MTD Finance est donc un groupe de conseil en gestion de patrimoine qui est situé à Paris, dans le 4e arrondissement, donc dans le quartier historique du Marais, qui a été sauvé en 1976 par Malraux, puisque les promoteurs voulaient construire des tours. Donc c'est peut-être pas une belle intro par rapport aux sujets qui vont suivre, mais c'est vrai que c'est très important de le considérer comme ça. Donc voilà, trois formes d'approche pour ce qui concerne la gestion de patrimoine. L'approche produit où on vise à présenter un produit en particulier sans égard à la situation des contribuables qu'on a en face de soi. L'approche besoin dans laquelle on essaie de considérer strictement les nécessités des contribuables investisseurs en face de soi, et l'approche globale. L'approche globale, c'est quoi? C'est une approche qui permet de prendre en compte la totalité de la problématique des investisseurs contribuables et par là même avoir une réponse appropriée. Après avoir pris soin de considérer la totalité des problématiques des personnes physiques investisseurs, donc problématiques d'ordre physique, problématiques d'ordre patrimonial, problématiques d'ordre des revenus et des objectifs. À partir de ce moment-là, on aura la possibilité de comprendre, d'appréhender parfaitement la situation des investisseurs et leur proposer les réponses adéquates. Voilà, c'est l'approche qui est choisie par MTD Finance. Donc MTD Finance, un groupe de 593 000 € de capital, coté au marché libre de la Bourse de Paris et qui existe depuis maintenant 15 ans. Je suis bref sur le groupe, puisque ce qui est important pour vous aujourd'hui, c'est plus les définitions et préconisations. Donc, pour qu'un groupe soit... C'est une question qu'on entend souvent de la part des auditeurs. Comment est-ce qu'on choisit un partenaire? Tout simplement, il est bon que le partenaire en face de soi soit pourvu de l'ensemble des compétences qui sont dictées par cette activité. Compétences immobilières, compétences de représentation, nous sommes membres de la Chambre nationale des conseils financiers, compétences de transaction éventuelles sur immeubles et fonds de commerce, et transactions financières, ce qu'on appelle la carte CIF aujourd'hui. Alors, je vais souhaiter rappeler le titre de cette conférence, les placements financiers de défiscalisation. Moi, je suis plus concerné par les placements défiscalisants dans leur ensemble, donc c'est plutôt ça que je vais vous présenter. Le point de départ, qu'est-ce que la fiscalité? La fiscalité, c'est l'ensemble de prélèvements qui sont effectués d'autorité sur les ressources et les stocks du contribuable, annuellement, et sans vous demander votre autorisation. Et en règle générale, ces perceptions qui sont prises d'autorité, elles ne sont pas profitables pour le contribuable. Vous voyez venir, elles ne sont pas profitables, elles ne vous profitent pas. Donc, qu'est-ce que la défiscalisation? C'est le contraire, c'est le fait de faire échapper du champ d'application de l'impôt ses ressources, ses stocks, d'accord? Et de faire en sorte que cet argent, donc théoriquement dirigé vers le trésor public, eh bien, vous soit réorienté pour l'accroissement de votre patrimoine. Donc, ce n'est pas une formule inintelligente. Par ailleurs, vous entendez souvent parler de niche. Moi, j'aime pas le terme niche. Moi, je pense que ce sont des mesures d'incitation pour irriguer des secteurs économiques nécessaires. Et donc, je pense que ce sont des mesures de salubrité économique qui sont absolument nécessaires. J'en comprends le fait qu'elles existent en règle générale depuis très longtemps. Si on parle de l'immobilier, par exemple, on a des dispositifs qui existent depuis plus de 15 ans. Et quels que soient les gouvernements qui se sont succédés, ces dispositifs ont été maintenus. Voilà. Donc ça, je pense que c'est une introduction importante. Maintenant, j'aime bien aussi parler du patrimoine, et après on en aura fini avec l'aspect pédagogique, on rentrera un peu plus dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un patrimoine? Là, ça c'est très intéressant, puisque tout le monde se pose la question.
des gens, le patrimoine, c'est ce qu'on possède. Voilà, moi j'ai un gros patrimoine, super, bien. Mais quoi d'autre? Dans un autre registre, c'est également la part du père. On appelait ça l'héritage. Donc ce dont on hérite, l'actif dont on peut avoir, donc hérité par succession. Mais dans son acception plus juridique, c'est l'ensemble des droits et obligations qui gravent une personne. L'ensemble des obligations, c'est l'article 2234 du Code civil qui nous dit que quiconque s'est obligé, est tenu de remplir ses obligations sur l'ensemble de ses biens à venir, présent et à venir. Donc c'est-à-dire qu'on est vraiment là dans un registre global. Et c'est le lien que je faisais avec ce que je disais en introduction, l'approche globale du patrimoine. Donc quand on a un patrimoine, on n'a qu'un seul patrimoine. Le patrimoine ne se perd jamais de son vivant, il se transmet par cause de mort. Et ce patrimoine n'est pas cessible. Alors, il y a des techniques pour faire en sorte justement de parer à cette réalité juridique. C'est la technique de créer des structures, des sociétés qui permettent d'affecter, ce qu'on appelle les patrimoines d'affectation, quand on conserve le pouvoir. Pardon? Vous m'entendez pas? Pourtant, je crie. Ok, bon, écoutez, je vais essayer d'aller encore plus haut. Mais voilà, donc important de comprendre cette notion patrimoniale, c'est bon, hein? Parce que c'est cette notion patrimoniale qui va dicter tout le reste. À partir de cette notion patrimoniale, on va comprendre comment peuvent être mises en œuvre les techniques patrimoniales. Or, la défiscalisation est une des techniques patrimoniales. Elle ne sort pas in abstracto, elle est véritablement liée à des phénomènes juridiques, économiques, fiscaux, sociaux et psychologiques. Alors, quels sont les risques justement qui peuvent affecter la jouissance du patrimoine? C'est donc la maladie, l'incapacité, la perte d'emploi, le risque de survie prolongée, donc la retraite, on entend beaucoup parler, vous savez, des retraites, mais aussi de tout ce qui est lié au vieillissement, à Alzheimer, etc. L'incapacité, la dépendance, et tout ça donc, peut être combattu par une bonne stratégie patrimoniale, et la défiscalisation fait partie de cette bonne stratégie patrimoniale. Donc j'arrive maintenant au sujet qui vous préoccupe et qui vous intéresse. Ce sont donc les solutions à partir du moment où on a pris en compte les diverses problématiques juridiques, fiscales, économiques et sociales. Alors, c'est quoi la contrainte majeure que l'on rencontre? C'est ce qu'on appelle l'efficacité, le taux d'efficacité immédiate. Je mets 100, l'entreprise met 100 en haut, combien j'ai en bas? En règle générale, pour faire court, parce qu'on m'a donné qu'un quart d'heure, c'est pour ça que je vais très rapidement. Votre employeur dépense 100, in fine, après tout impôt, et ce non compris l'ISF, vous aurez en gros 38 euros. Donc le taux d'efficacité immédiate de 38%, ça fait réellement réfléchir à des solutions et des stratégies d'optimisation. C'est à partir de là qu'on bâtit nos stratégies, quand on prend en compte le fait que le taux d'efficacité immédiate est réellement très très faible. D'accord? Même si on a tous compris, on ne va pas parler aujourd'hui du rôle de l'État-providence et de la redistribution des richesses, certes, mais c'est aussi important de se considérer en tant qu'individu et comprendre comment on peut bâtir ce côté. Alors voilà, ça c'est le schéma d'optimisation des ressources. Le corollaire de ce que je vous ai dit, c'est qu'en réalité, le trésor public sur 100 va avoir en fait une affectation très importante, puisqu'on voit que le pouvoir d'achat et l'épargne est réduit à sa portion congrue. Le but d'une société de consignation patrimoine et d'opération de défiscalisation, c'est de libérer la part de pouvoir d'achat et d'épargne et de réduire la part consacrée à l'État à partir du moment où cela est évidemment compatible avec les lois et les règlements en vigueur. Ça c'est clair que la défiscalisation, ce n'est pas de l'évasion fiscale. C'est éventuellement de l'habilité fiscale, et c'est autorisé, mais pas de l'évasion fiscale. Donc là, on parle bien de défiscalisation, on parle d'habilité, on parle d'utilisation des règles, et évidemment, dans le sens qui est prévu
par le législateur et sans faire abus de droit, puisqu'on sait que cet abus de droit peut être réprimé. Alors, il existe des dispositifs, je ne peux pas les passer tous en revue, mais on va prendre un exemple. On va prendre le dispositif Cellier, dispositif donc réductif, qui va réduire une portion de l'investissement pour vous permettre d'optimiser en fait la rentabilité de l'opération, c'est tout simplement ça. Donc si on n'avait pas ces solutions de défiscalisation, un actif qui vaut 100 coûterait 100 et s'il rapporte 5% par an, ben on aurait 5% de rendement. Là en réalité, cet article qui vaut 100, on a une réduction d'impôt de 22, 22 plus 5 ça fait effectivement 27 et la rentabilité peut être peu ou prou de cet ordre-là, compte tenu du fait que vous allez avoir ce locataire qui va vous aider à acquérir dans le temps, cette part de gain d'impôt qui va venir alléger les remboursements et l'effet du temps et de l'inflation qui vont venir optimiser la valeur à terme. Donc encore une fois, je suis désolé d'aller assez rapidement, mais je voulais que vous compreniez globalement le schéma et surtout la logique. Donc on va venir à la logique. La logique, c'est celle-là. C'est bien comme ça qu'il faut comprendre les choses. Là, vous avez donc chaque année un geste que vous faites sans l'aide de quiconque. Vous connaissez ce geste, c'est prendre votre argent de votre poche droite et de le donner vers le public chaque année. Donc l'État vous donne la possibilité, avec les différents dispositifs, ce n'est pas propre au dispositif Cellier, c'est tous les dispositifs qui soient financiers ou immobiliers, qui vous donne la possibilité de mettre cet argent de votre poche droite à votre poche gauche et à terme d'avoir donc constitué un patrimoine, un capital. Et voilà la logique de la défiscalisation, passer d'un geste qui ne vous profite pas à un geste qui vous profite. Et ceci donc en toute légalité. Ça c'est la logique et encore une fois, là il y a tous les dispositifs qui existent, que ce soit le dispositif Cellier, que ce soit le dispositif Pouvoir Sensi sur les meublés, que ce soit le dispositif Malraux, que ce soit le dispositif Monument Historique, Girardin Industriel. Je viens de parler donc là de la panoplie, de l'arsenal du contribuable informé. Donc à partir de ces différentes orientations, vous aurez toujours cette logique qui va présider. Est-ce que je préfère aujourd'hui donner mon argent dans un fonds perdu conformément à l'esprit de l'impôt, ou est-ce que je souhaite m'enrichir et profiter, augmenter mon patrimoine et profiter des dispositions qui existent. Voilà, l'état d'esprit dans lequel vous devez vous situer pour faire une opération et évidemment bien comprendre la part de risque qui va exister dans chacun des investissements que je vais réaliser, sachant que si vous faites un investissement dans le nu, vous allez avoir un locataire qui fera habitation principale du bien que vous allez lui délivrer. Si vous le faites dans le meublé, c'est la même logique qui préside, mais en règle générale, on va avoir des résidents de qualité différente. Je pense aux seniors, je pense aux personnes dépendantes, etc., ou aux étudiants. Donc, en règle générale, une moins longue. Alors, toujours, lorsque l'on fait un montage, il y a le montage tel que la loi le prévoit, et puis il y a l'optimisation, le schéma tel qu'il existe pour permettre d'avoir une efficacité supplémentaire. Donc l'État élabore des dispositifs qui sont repris par les opérateurs financiers qui vont donc y apporter leur savoir-faire, leur garantie. Et ensuite, ces opérations sont reprises par des CGPI, Conseil Gestion Patrimoine Indépendant, des groupes comme celui d'Intellifinance, qui vont y apporter donc là la vision globale, l'appréhension globale de la problématique, conformément à vos situations,
et puis se tourner vers vous avec, en règle générale, s'il s'agit de bien immobilier, un notaire qui va toujours être à vos côtés pour sécuriser et garantir le transfert de propriété. Et puis donc tout ça est fait donc, pour l'intérêt supérieur donc, qui est le vôtre, puisque c'est vous qu'on trouve en bout de chaîne. Ça c'est donc la visualisation globale de l'opération. Et bien comprendre également que là, s'agissant de biens qui s'acquièrent au travers d'un financement ou des biens lourds, on va toujours faire en sorte de constituer un compte à part, un compte dédié spécifiquement à l'opération, un compte en banque. Donc faites très attention à ça. Quand vous investissez dans un bien immobilier ou pour bénéficier d'une opération de défiscalisation, prenez soin d'ouvrir un compte spécialement dédié à cette opération. C'est le meilleur moyen pour comprendre ce que vous faites, parce que comprendre ce que vous faites, c'est déjà une grande part d'efficacité. Si vous lancez une opération que vous ne comprenez pas, je vous conjure de prendre un temps d'arrêt, de réflexion, parce que en général, ça se passe à peu près. Il faut comprendre ce qu'on fait et il faut voir ce qu'on fait. Donc là, on voit qu'en constituant un compte bancaire spécifique qu'on va appeler cellier, s'il s'agit de cellier, ou monument historique, s'il s'agit de monument historique, on va avoir des flux sortants, le crédit, l'assurance de crédit, etc. Et on va avoir des flux rentrants. Le loyer, le gain d'impôt qu'on va mettre donc, parmi le compte positif et l'effort d'épargne. Parce qu'il y aura toujours évidemment un delta qui correspond à l'effort d'épargne. Hein, donc je rappelle qu'effectivement, vous faites une opération sans gain fiscal, vous avez 100 de dépenses. Vous faites une opération avec gain fiscal et le locataire, vous allez avoir en gros un delta de 20 ou 25% d'effort. Donc c'est ça l'idée. Est-ce qu'on préfère acheter 100 ou est-ce qu'on préfère acheter 25? C'est ça le principe qu'il faut avoir bien à l'esprit. Et à partir du moment où j'ai un compte pivot, à partir du moment où j'ai une opération organisée, je vais être plus efficace pour faire cette opération et en tirer un patrimoine très intéressant. Voilà, donc ça va être une de mes conclusions, c'est l'intérêt des différents intervenants. Vous entendez souvent dire qu'il s'agit de dépenses fiscales. Livrez-vous juste à une réflexion. En partant encore une fois de 100, on a donc une vente qui est faite de 100 000 euros. On sait que sur cette vente, il y a un impôt de TVA de 19%. Donc on est à 119 000 euros. 119 000 euros, c'est donc le coût de transfert. Et vous savez que là-dessus, l'État va prendre les 19 000 euros de TVA. D'accord ? Donc en tenté, l'État, si on fait l'opération avant le 31 décembre, il aura collecté 19 000 euros. Posez-vous la question à ce moment-là, combien est-ce que l'État aura dépensé? Zéro. Parce qu'en réalité, le bien sera livré 2 ans après. Il s'agit de biens en état futur d'achèvement en général. Et pendant ce temps-là, l'État n'a rien dépensé. Il a pris donc de la TVA. Il a pris l'impôt sur les sociétés parce que le promoteur qui a fait l'opération s'est enrichi, c'est très bien. Il a pris des charges sociales parce qu'on a payé des emplois et c'est très bien. On a créé des emplois entre parenthèses et on a accru le parc locatif. Donc en réalité, dans un temps T ou N+1, l'État va collecter autour de 30 000 euros pour 0 euros dépensés à ce moment-là. Et donc au bout de 2 ans et demi, on va avoir les premiers gains fiscaux qui vont se manifester à hauteur de 2 200 euros. Donc rapporter 2 200 euros à 30 000. En réalité, il y a un grand mensonge quand on parle, je pèse mes mots, quand on parle de dépenses fiscales en l'occurrence. Dépenses fiscales, ça veut dire qu'on imagine que les contribuables feraient l'opération d'investissement sans incitation. Là, effectivement, si le même nombre de contribuables serait toujours aussi motivés pour faire une opération s'ils n'étaient pas incités, effectivement, c'est une dépense. On sait tous, posez-vous la question, feriez-vous une opération vous-même s'il n'y avait pas d'incitation dans un bien immobilier neuf locatif, s'il n'y avait pas d'incitation? En règle générale, c'est 90% des gens qui ne le feraient pas, sauf ceux qui auraient un intérêt strictement affectif. Donc c'est réellement important de comprendre ça. Il s'agit véritablement d'une incitation parce que le neuf est plus cher et parce que personne, en règle générale, n'est porté à aller acheter des biens immobiliers locatifs. On va plutôt acheter des biens anciens.
Voilà. Ça c'était important de le comprendre. Donc l'État a une perte fiscale 4 fois inférieure au gain sur le vente. Ça c'était la conclusion. Le promoteur gestionnaire, lui, travaille en autofinancement en général, donc évidemment il est gagnant. Les banques, c'est vrai, sont celles qui supportent le risque de l'opération puisqu'elles portent. C'est pour ça qu'aujourd'hui elles sont beaucoup plus rétives à traiter, elles font très attention et elles ne prêtent que sur des opérations qu'elles ont labellisées. Donc ça c'est aussi une garantie pour l'investisseur. Le cabinet conseil travaille aux honoraires et également aux commissions, il faut le savoir, mais en règle générale ces commissions sont incluses dans le prix, donc c'est transparent pour l'investisseur. Et le contribuable, lui, en règle générale, c'est celui qui capte le fruit de cette opération. Donc, ce qu'il faut être vraiment en mesure de comprendre, c'est donc que cette opération se fait donc en 3 temps. Ce que j'appelle le diagramme des flux. La première partie, donc, il y a une période où le bien n'est pas livré, qui est la période intercalaire. En règle générale, le promoteur, si vous ne faites pas l'opération tout seul, les promoteurs payent les intérêts intercalaires, donc vous portez juste le différentiel. Et ce que je conseille, c'est véritablement de faire les dépenses mensuelles ou l'apport mensuel, la contribution le plus en amont possible, dès l'acte authentique. Pourquoi? Parce que vous allez aménager donc, un certain nombre de flux qui vont se capitaliser et au moment où vous serez livré, vous n'aurez plus d'intérêt intercalaire, plus donc de remboursement de la part du promoteur. Là, vous allez pouvoir puiser dans la réserve que vous aurez constituée jusqu'à ce que vous ayez, in fine, donc 3 ans après, le gain fiscal. Donc ce qui est très important, c'est l'entrée en puissance de l'opération afin qu'elle soit efficace.